Il n'y a pas trop de contraintes, bien sûr, mais enfin, ce n'est pas la pure liberté, vous savez. C'est différent un peu. Et pendant que nous les interrogeons, l'ami de ces jeunes femmes n'écoute que sa curiosité. Il vient de se mettre hors la loi en franchissant le filet qui sépare les pistes pour hommes des pistes pour femmes. Le vendredi, jour des pleurs et du souvenir. Behesht Zahra, un des rares loisirs du peuple de Téhéran. Aller révérer les morts, comme si chaque vendredi était une Toussaint, surtout dans le carré des martyrs, ceux qui sont tombés dans ce conflit de 8 ans qu'ici on appelle la guerre imposée. Il est parti à 12 ans pour la guerre Iran-Irak. Pour lui, cela signifiait se battre du côté de la vérité contre le mensonge. Il était complètement imprégné de la philosophie de la révolution et conscient du danger. On discutait beaucoup avec lui, mais lui disait « Mon idole, ma référence, c'est l'imam Khomeini ». À 18 ans, il est devenu martyr près de Bassora, dans cette bataille qu'on a appelée la 4e Karbala. Mon frère, malgré son jeune âge, avait un idéal très noble. Il a perdu la vie pour la bonne cause. Le souvenir est glorifié invariablement dans les sables de la bataille ou la mémoire proprette de ces jeunes vies qui allaient sauter sur les champs de mines irakiens, au nom de Dieu. Il n'y a pas de place pour l'amertume, pour la remise en question à Behesht Zahra. Pendant la guerre, je me suis battu au front. Si on me le demande aujourd'hui, j'irai en Bosnie ou ailleurs, là où l'islam est en danger. Mes 3 fils survivants et moi, nous sommes prêts. Maintenant que les anciennes plaies se ferment, nouveau thème de mobilisation, la révolution islamique n'a plus que la Bosnie à la bouche et aux larmes. C'était mon frère Abdollah. Il étudiait la médecine en Bosnie. On lui a dit de revenir. Il nous a dit que la guerre ne lui faisait pas peur. Il est resté à Sarajevo. Et il y est mort. On n'a jamais su s'il se battait. Il ne nous disait rien. Mais bien sûr, il est clair qu'il était contre les Serbes et pour la Bosnie. Au centre-ville, le campus de l'université reste le lieu de l'expression officielle du vendredi pour la prière. Mes sœurs, n'oubliez pas d'aider la Bosnie. Au premier temps de la Révolution ou pendant l'horreur de la guerre, les foules de fidèles étaient bien plus nombreuses encore. À l'époque, toutes les rues avoisinantes vibraient de ferveur. Aujourd'hui, c'est un noyau dur de fonctionnaires zélés ou de musulmans pieux qui vient écouter la bonne parole politique et religieuse. La prière est tout pour nous. C'est la prière qui nous construit, qui construit l'homme. Elle nous protège du mal. Si on ne prie pas, on n'a rien du tout dans la vie. Quand on veut nettoyer un vêtement, on prend de la lessive. Notre religion, c'est pareil. Si on veut être plus résistant, selon la parole du prophète, Dieu le protège, la prière, c'est la lessive de notre âme. Notre péché sera lavé par la prière. Monsieur Khamenei va planter le drapeau de la guerre sainte. Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mahomet est son prophète sur la Maison Blanche de Washington en Amérique et dans le monde entier avec l'aide du peuple musulman iranien. On va humilier l'Amérique. La politique est dominée par la religieuse. C'est-à-dire, si on veut, en 2 mots, si je veux que Rafsanjani fasse la bonne politique, je viens prier derrière lui pour que lui-même fasse la bonne politique. Vous voyez ? En Iran, politique et religion sont si imbriquées que les seuls opposants tolérés sont ceux qui ne contestent pas le cadre islamique. Ibrahim Yazdi, ancien proche de Khomeini, écarté depuis 1982, regrette le manque de pluralisme.
République islamique ou un autre type de république, peu importe. Le nom ne signifie rien, c'est le contenu qui compte. À mon avis, il faut que nous avancions et que nous nous battions pour réaliser les aspirations de notre révolution. Mais quoi qu'il en soit, il n'est pas de démocratie qui tienne sans libéralisation politique. Et voilà où nous en sommes. Actuellement, les partis politiques ne sont pas autorisés à fonctionner ou subissent des pressions considérables et donc les élections n'ont aucune signification réelle. Et la population ne peut valablement exprimer son mécontentement. Plutôt qu'un début de pluralisme, toujours la même rhétorique, les slogans anti-américains dans Téhéran et sur les murs de l'ambassade américaine. Le bâtiment diplomatique, considéré comme un ancien nid d'espions, est désormais occupé par un centre de formation militaire. Les forces qui en Iran voudraient sortir de l'isolement, y compris vis-à-vis du grand Satan américain, ne peuvent donc se faire entendre. Ce serait toujours trahir les idéaux de la révolution. « 1000 km à l'est de la capitale, Mashhad, deuxième ville du pays. État religieux dans l'État islamique. Des mollahs du monde entier y sont formés, en plus grand nombre encore que dans la ville sainte de Qom. Son cœur est le sanctuaire de l'imam Reza, haut lieu de pèlerinage chiite, géré par la richissime fondation Hastan-e-Quds. À Mashhad, chaque pouce de terrain appartient aux religieux. 2 millions de Mashhadis sont plus ou moins à la merci des ayatollahs de l'endroit. Les infidèles que nous sommes ne seront pas les bienvenus dans les lieux saints. Pourtant, 14 millions de pèlerins s'y pressent chaque année, bien plus qu'à la Mecque, et font la richesse d'un bazar qui propose souvenirs et douceurs à des cohortes de musulmans d'Asie centrale. Dans la région, la fondation contrôle à peu près tout. Les banques, l'artisanat, l'hôtellerie bien sûr, mais aussi l'industrie, avec une prédilection pour l'agrobusiness. C'est la fondation qui produit en amont les betteraves de ses sucreries. Nous produisons au total plus de 5000 tonnes de betteraves sucrières sur 60 hectares dans cette région. Là-bas, nous avons un verger de pistaches de 200 hectares. Et plus loin? Par là, ce sont des céréales. Avec quel genre de rendement? 3 tonnes à l'hectare sur plus de 10 000 hectares. Vous produisez aussi beaucoup de pastèques, je crois. Oui, nous cultivons des pastèques et des melons sur plus de 4 000 hectares. Chaque année, nous dépassons 50 000 tonnes. La superficie de cette ferme dépasse les 500 000 hectares et elle appartient à la fondation Imam Reza Hastan-e-Quds. « 3000 ouvriers agricoles vivent sur cette exploitation gigantesque, mais nous n'aurons pas le droit de leur parler. Nous devrons voler ces prises de vue d'ânes et de villages traditionnels aux murs recouverts de pisé, car nos accompagnateurs du ministère de l'Intérieur redoutent que nous donnions une mauvaise image de l'Iran. Dizin, c'est un autre Iran, citadin, bourgeois, occidentalisé. Nous sommes à 2 heures de route de Téhéran. Les pistes, il est moitié pour les femmes, moitié pour les hommes, parce que je veux dire comme ça que si on s'en fait toujours ensemble, quelquefois ça arrive un peu dangereux. Ils ont fait beaucoup de fois accidents. Beaucoup de femmes, ils sont contents qu'ils ont fait ski à côté, les hommes ils ont fait ski à côté. Dans ce genre d'endroit, il n'y a pas quelque chose qui nous plaît, mais de toute façon, nous sommes obligés de les supporter. Il n'y a pas trop de contraintes, bien sûr, mais enfin, ce n'est pas la pure liberté, vous savez. C'est différent un peu. Et pendant que nous les interrogeons,
L'ami de ces jeunes femmes n'écoute que sa curiosité. Il vient de se mettre hors la loi en franchissant le filet qui sépare les pistes pour hommes des pistes pour femmes. La transgression n'est possible que quand il n'y a pas de policiers en vue. Il y a des rendez-vous ici. C'est mieux qu'en ville, c'est parce plus que facile. ici on peut pas vous suivre. C'est pas possible. On peut faire tout ce que vous voulez en haut. On est obligé de s'amuser seul. Je ne peux même pas jouer avec ma petite sœur. C'est pas drôle. Ça nous change, mais ce n'est vraiment pas ça. Il est impossible de skier avec un copain ou un petit ami, bien sûr. On est toujours surveillé. Moi, je ne suis pas venu draguer, je suis venu skier, faire du sport. J'ai du mal à vous croire. Ah bon ? Si les pistes de ski représentent un espace de liberté que les autorités ont du mal à contrôler, la séparation des sexes est une constante dans l'espace urbain. Une femme n'est pas censée voyager en voiture avec un homme qui ne soit pas un membre de sa famille. Les vérifications policières peuvent intervenir à chaque instant. Plus rigide encore, l'apartheid est appliqué dans le bus. Les hommes devant, les femmes derrière. Pas question pour une famille de s'asseoir ensemble. Souvent, c'est l'angoisse quand une des deux files d'attente avance plus vite que l'autre. Cette mère, par exemple, et son jeune fils, en gris, dans la file de droite. Pourront-ils prendre le même bus ? Rien n'est jamais sûr. Le cinéma semble être l'un des refuges d'intimité mixte qui ont échappé aux rigueurs de la loi islamique. On peut y aller avec un ami du sexe opposé. Mais dès qu'on se tourne vers l'écran, cela se gâte. Comme aucune femme ne peut se découvrir ni entrer en contact avec un homme, imaginez les scénarios. C'est le casse-tête absolu pour les réalisateurs. Le problème du foulard empêche l'émotion de l'acteur et la liberté de création du metteur en scène. Par exemple, dans cette scène de mon second film, La légende du soupir, deux sœurs sont dans la même pièce. Je suis obligée de faire se coucher l'une d'elles avec un foulard. C'est parfaitement ridicule et absolument pas réaliste. Nous avons les mêmes problèmes à l'écran pour les relations hommes-femmes. Par exemple, si sa femme s'évanouit, le mari ne peut pas aller à son secours et la prendre dans ses bras, car les comédiens ne sont pas mariés femmes à la ville. La rigidité de la règle islamique détruit nos films. Au-delà de l'islam, les scénarios doivent passer à la moulinette de la censure politique. Pas de films sur des femmes en révolte, sur des fonctionnaires corrompus, pas de thèmes comme la prostitution, bien sûr. Pour trouver du réalisme, il faut se tourner vers le ciel. Officiellement interdites, les paraboles sont souvent déguisées en système de climatisation. Instrument typique de l'agression culturelle occidentale, elles sont considérées largement comme subversives. Une des seules institutions qui utilise cette source d'information ouvertement est le quotidien du maire de Téhéran, Hamshari. Dans cette pièce, CNN, la BBC ou encore Canal France International sont décryptés et leurs images pourront être reproduites en quadrichromie dans le quotidien. La couleur, certes, mais surtout la fraîcheur et le ton des informations de Hamshari ont fait de ce journal le plus grand succès de presse des 30 dernières années. Les autres quotidiens aussi écrivent sur l'environnement, sur les problèmes urbains, la vie de la cité, sur les problèmes des 10 millions de personnes qui habitent la capitale. Mais pas autant que Hamshari. Nous sommes le premier journal en quadrichromie d'Iran. Et comme vous voyez, c'est un très beau journal, qui est à 100 coudées au-dessus des autres, qui sont tous en noir et blanc. Alors certains n'aiment pas notre style. Ils sont sur d'autres lignes, plus politiques, plus radicaux. Et ils posent la question, pourquoi l'Iran a besoin d'un journal en couleur ? Après 8 ans de guerre et de malheur, nous avons décidé de publier Hamshari pour encourager le peuple qui travaille dur à la reconstruction du pays, à avoir des loisirs, à sortir, à se nourrir de manière diététique, à aller au cinéma. Tout cela était notre devoir. Je crois que l'évolution des mass-médias, de tous les autres journaux et de Hamshari
montre que nous marchons vers la démocratie. Et j'espère qu'on pourra avancer encore plus vite. Il existe un pluralisme dans la presse iranienne, mais plutôt comme porte-voix de certains clans que comme une vraie liberté d'expression. La seule voix nouvelle est celle du maire de la capitale, M. Karbaschi. Ma philosophie, c'est que la mairie travaille pour apporter des possibilités culturelles, éducatives et sportives dans les quartiers sud de Téhéran, pour répondre aux besoins de cette population autant qu'à celle du Nord. Mon but, c'est d'élever le niveau culturel des couches populaires du Sud, dont on a trop longtemps négligé le potentiel. Car c'est dans le Sud qu'existe la meilleure conscience politique révolutionnaire. C'est dans le sud de la ville, en effet, que le maire a établi un pôle culturel et sportif, une espèce de cité de la Villette, des abattoirs reconvertis. L'équarrissage des chameaux est devenu gymnase, piscine et atelier d'hiver. Ici, c'est l'ancienne triperie ovine. Avant la Révolution, on était 3e du championnat d'Asie. Et puis les échecs ont été interdits. Ensuite, il a été prouvé que c'était un sport de la pensée. Alors on a été autorisé à nouveau. Cela fait 4 ans que l'activité est possible et nous avons retrouvé notre place avec 2 délégués dans la fédération. L'orchestre symphonique du centre a été créé voilà 1 an et demi. L'initiative du maire a réparé le long ostracisme contre la musique occidentale en rappelant un chef iranien installé en Suisse pour le diriger. L'orchestre est une des seules activités mixtes du centre. Ce que j'ai vu, les femmes sont actives comme autrefois, même plus actives. Seulement, ils doivent respecter la loi ou les lois d'islam, c'est-à-dire porter une voile sur la tête, comme vous l'avez vu, de cacher leurs cheveux. C'est la seule différence entre maintenant et avant la Révolution, ce que je vois. Mais il y a par exemple de grandes chanteuses classiques qui ne peuvent pas se produire. Oui, ça, c'est un problème qui existe encore, malheureusement. Moi, j'espère qu'un jour, ce problème se résoudra. Et, à mon avis, si une femme chante, mais d'une façon avec culture, avec musique, qui n'est pas une banalité, ça ne doit pas être interdit. Et pourtant, les grandes chanteuses de l'envergure d'une Piaf sont interdites de concerts publics et d'enregistrements depuis la Révolution. Officiellement, leur art provoquerait un niveau de plaisir insoutenable pour les hommes iraniens. Libéralisation timide, elles se produisent parfois à huis clos devant un parterre uniquement féminin. Mais le sud de Téhéran, c'est aussi, et encore, ceci. Malgré les efforts d'assainissement, d'éloignement des industries, de suppression des sources de pollution, c'est une population globalement plus pauvre et moins éduquée que dans les quartiers nord. Le petit peuple de la Révolution que les religieux considèrent comme leur clientèle naturelle. Là, le maire, M. Karbaschi, a voulu introduire la notion de loisir dans ce quartier défavorisé. Résultat, le square Golestan. Ici, c'était des bidonvilles. Il y a 2 ans, la municipalité a aménagé ce parc. Nous sommes très reconnaissants envers le maire. Avant, ici, c'était plein de petits métiers, de tout petits commerces, des gens pauvres, des marchands ambulants. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Maintenant, il y a de l'eau, de l'électricité, de la verdure, de l'éclairage public. C'est propre. C'est propre, certes, mais les habitants ne perdront pas de temps pour nous dire hors caméra que quand même, ils l'aimaient bien ce bidonville dont ils ont été expulsés et que certains d'entre eux sont toujours à la rue depuis. Ces quartiers sont ceux qui devront le plus changer dans les années à venir. L'État iranien ne peut plus faire face à la démographie exponentielle qui a caractérisé les années de guerre. Désormais, le gouvernement supprime les allocations familiales au-delà du 3e enfant. À chacun de prendre ses dispositions. Dans ce quartier de Chouch, on est plutôt pauvre,
pas très éduqués et touchés de plein fouet par l'inflation. Les ouvriers de l'industrie sont souvent au chômage technique. Ils continuent donc d'exercer de petits métiers de porte-à-porte, ferraille et autres récupérations. Et l'on pourra toujours trouver une vieille femme et son livre de divination sur le bord du trottoir. Quand il s'agit de consommer, c'est une autre paire de manches. La crise n'épargne pas grand monde. Les fonctionnaires ont des salaires qui n'évoluent en aucun cas au rythme des prix. Un SMIC, 100 000 rials, achète à peine 2 semaines d'antibiotiques ou 20 kilos de viande. Le kilo de mouton, 4500 rials. Il est clair que c'est trop cher pour les gens. C'est clair que l'inflation est très importante. Les gens achètent, mais avec beaucoup de difficultés. Les pauvres ne s'en sortent plus. Mais pour vous, comment vont les affaires? Pour le patron ou pour l'ouvrier? Pour le patron, ça va, mais le travail, c'est les ouvriers qui le font. Par exemple, si on dit qu'on est 50 millions, il y a 5 millions qui vivent très bien et 45 millions qui tirent la langue. Allez, j'arrête. J'espère que je ne vais pas avoir d'ennui. Comme je vous disais tout à l'heure que je ne voulais pas parler politique, si j'ai des problèmes, ce sera votre faute. Dans la capitale, c'est le bazar qui est non seulement le révélateur, mais le centre de gravité de l'économie iranienne. Témoin de la richesse, du dynamisme de cette société qui consomme goulûment les revenus de son pétrole, fait du commerce, mais n'a pas encore suffisamment appris à produire. Constante du moment, le rush sur le dollar. Ça ne va pas trop mal. Le matin, quand on arrive, le dollar monte. L'après-midi, il tombe. Mais les affaires ne vont pas trop mal. Aujourd'hui, on vend le dollar à 211 toumans. Donc en ce moment, les gens veulent du dollar. Le marché est bon. Les gens achètent du dollar pour voyager, pour aller en pèlerinage à la Mecque. La crise économique ne saute pas aux yeux quand on observe tous ces échanges de monnaie au grand jour et quand les devantures d'orfèvres se succèdent à perte de vue au bazar. Mais en fait, l'engouement pour le dollar ou pour l'or sont signes de malaise. Comme pour les tapis, traditionnellement valeur refuge en Iran, ils signifient que les liquidités sont retirées du marché. L'or, pour les Iraniens, c'est une garantie, une espèce d'assurance accident qu'on revendra si on est confronté à un besoin urgent, pour acheter une maison, pour une occasion exceptionnelle. Pour le peuple, c'est un capital. Il en achète bien sûr pour la beauté du métal, mais surtout comme une assurance pour sa valeur marchande. Au bazar, les richesses des orfèvres s'offrent au regard comme les couleurs vives des vêtements de femmes, habituellement cachés sous le tchador, apparence de prospérité et de joie de vivre. Mais la crise est bien là, surtout quand il s'agit d'acheter un produit importé. Aucune maîtresse de maison de classe moyenne ne pourrait sans doute s'offrir un mixeur ou un fer à repasser européen. Quand nos prix d'achat augmentent à cause de la montée du dollar, on augmente les prix de vente à notre tour. Mais nos clients ne gagnent pas assez pour nous acheter ces marchandises parce que les salaires ne suivent pas, vous comprenez ? Nous, on importe toutes les matières premières, pas seulement les vêtements tout faits. En ce moment, en plus, les importations sont restreintes, donc les prix augmentent d'autant. Le marasme, tous les secteurs du bazar en souffrent. Activité économique au ralenti, consommation réduite au strict minimum, les liquidités ne circulent pas. La thèse officielle est celle du complot international contre l'Iran.
Explication d'un Bazari moyen. Nous n'exportons que du pétrole. Et son cours est très bas. Donc, les devises ne rentrent pas. Comme nous ne remboursons pas notre dette auprès des banques étrangères, elles ne nous font plus crédit et tout ça crée des problèmes. Les usines iraniennes ne marchent pas du tout parce qu'elles ne peuvent plus acheter leurs matières premières à l'étranger. Nos problèmes s'accumulent par milliers et je ne vois pas d'issue. Le commerçant est pessimiste. Ses clients, peut-être moins informés, se contentent de courir après une inflation de 30% par an. Pas d'informations officielles sur les 35 milliards de dollars de dette extérieure à court terme, à mettre en balance avec seulement 12 milliards de revenus pétroliers par an. Et les gouvernants n'expliquent la crise que comme un complot international contre l'économie islamique iranienne, mené bien sûr par les États-Unis. Une argumentation qui ne saurait tenir pour un ancien ministre du Plan. L'économie islamique n'est qu'un nom. L'islam n'a rien à voir là-dedans. C'est la faute des gouvernants, des managers, de leur trop grande ignorance en matière d'économie, de leur mentalité, du profit qu'ils veulent faire pour eux-mêmes. Ce n'est pas, comme certains l'affirment, la révolution qui est en cause. C'est le personnel de la révolution, les gouvernants. Aujourd'hui, la majorité des Iraniens est désemparée. Les énormes espoirs suscités par la révolution de 79 sont largement restés en suspens et le nouveau régime, en pleine crise d'adolescence, alterne la fuite en avant et les coups de frein brutaux. Il n'a pas trouvé en tout cas les réponses aux attentes du plus grand nombre.